On va attendre que tout le monde se reconnecte. Est-ce que le son est bon? Vous m'entendez? Écrivez s'il vous plaît. Est-ce que le son est bon? Oui, très bien. Très bien. Je vais juste attendre que tout le monde se reconnecte une deuxième fois pour qu'on puisse continuer. Donc, on va voir les enquêtes expérimentales, donc les essais thérapeutiques. Je vous disais que les médecins dentistes travaillent beaucoup dans ce contexte puisque le plus souvent, lorsque les confrères viennent pour leur thèse, généralement, ce sont des techniques chirurgicales qu'ils comparent par rapport à d'autres techniques. D'accord? Donc, ce type d'enquête est souvent réalisé chez les médecins dentistes. Donc, on va prendre donc comme type de description les essais thérapeutiques. Il faut savoir que dans l'histoire de la médecine, il y a des traitements qui ont été tellement bénéfiques qu'on n'a pas eu besoin de recourir aux essais thérapeutiques, comme la quinine contre le paludisme ou la pénicilline contre la gonococcie. Donc, ça a été d'emblée efficace et on n'a pas eu besoin de recourir aux essais thérapeutiques. Mais actuellement, il est très important de faire les essais thérapeutiques puisqu'il y a tellement de médicaments qu'il est important de les faire sur des bases scientifiques. Alors, j'insiste sur le terme base scientifique. Donc, la méthodologie est très importante. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir une méthode rigoureuse nous permet d'avoir des conclusions fiables en lesquelles on peut avoir confiance. Par contre, si notre méthodologie d'emblée n'est pas rigoureuse, si on a commis des erreurs dans la méthodologie, forcément, on ne pourra pas faire confiance aux résultats de l'étude. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur la méthodologie de l'étude. Bien. Donc, le problème, donc, le point d'interrogation des essais thérapeutiques, c'est-à-dire un médicament versus un nouveau médicament, se pose lorsqu'on passe chez l'homme, c'est-à-dire qu'on l'essaye chez l'animal et puis le passage à l'homme, lui, va être avec un certain degré d'inconnu. Donc, il faut être prudent toutes les fois où on fait une première expérimentation chez l'être humain, on doit s'entourer d'un certain nombre de précautions. Premier élément à respecter, ce sont les considérations éthiques. Très important, l'éthique. L'éthique, c'est la morale, hein. C'est très important de respecter les questions d'ordre moral. Donc, l'éthique aborde les questions et les problèmes d'ordre moral qui peuvent se présenter, impliquant la manipulation d'êtres vivants. Donc, il y a des textes réglementaires qui vont régir les essais thérapeutiques chez l'homme, notamment le Code de Nuremberg et la Déclaration d'Helsinki. Donc, on va respecter les considérations éthiques conformément à la Déclaration d'Helsinki. La Déclaration d'Helsinki, elle parle essentiellement du respect du consentement libre et éclairé du patient. C'est-à-dire qu'avant de faire n'importe quelle expérimentation sur l'être humain, qu'on lui donne un nouveau médicament et qu'on le compare à un autre médicament, ou qu'on pratique sur lui une technique chirurgicale et qu'on la compare à une autre technique chirurgicale, avant tout ça, il faut respecter la personne et avoir son accord de manière libre et éclairée. Donc, on doit informer le patient de façon intelligible et loyale. De façon intelligible, c'est-à-dire de la manière dont il va nous comprendre. D'accord? On ne va pas lui parler un langage scientifique et lui, il ne va pas nous comprendre. Et une manière loyale, ça veut dire qu'on doit être honnête avec lui. D'accord? Et lui expliquer tous les aspects de notre recherche. On ne peut pas inclure dans les essais on ne peut inclure dans les essais que des sujets qui ont donné par écrit le consentement libre et éclairé. C'est-à-dire que si vous êtes amené à faire une étude dans ce sens, vous serez obligé d'avoir ce qu'on appelle un petit formulaire de consentement libre et éclairé dans lequel vous faites signer le patient. Il ne faut jamais faire pression sur un sujet pour l'amener à participer à un essai clinique. On ne fait jamais pression sur lui, pas de chantage, rien. Il doit venir et participer à l'essai librement. Il faut informer le patient sur l'essai, sa méthodologie sous la forme d'un document écrit.
Donc, on lui donne un petit fascicule, il le comprend, il le lit et il signe son accord euh, en ayant été informé de tous les aspects. Est-ce que vous avez compris cette partie qui est très importante de consentement libre et éclairé? Donc, ces considérations éthiques. Je reprends une dernière fois. Donc, une Touma, les médecins dentistes, vous êtes amenés souvent à faire ce genre d'études, c'est-à-dire que vous allez prendre un groupe, appliquer une nouvelle technique chirurgicale par rapport et vous allez la comparer. Vous devez impérativement respecter les considérations éthiques, informer le patient et avoir son accord, son consentement libre et éclairé. Est-ce que c'est clair pour cette première partie? Répondez par écrit, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est clair. Je vais continuer. D'accord. Je vais continuer. Alors, quelles sont les phases de développement des médicaments? Ça, ce sont des notions que vous connaissez normalement. Donc, un médicament, avant qu'il soit mis sur le marché, il passe par plusieurs phases expérimentales. D'abord, il est en laboratoire, chez l'animal. La phase 1, c'est la première administration chez l'homme. Donc, l'objectif de cette phase, c'est de voir est-ce que l'homme tolère ce produit. Donc, on va étudier la tolérance en fonction de la dose et on va déterminer la dose qui va entraîner les premiers effets indésirables. C'est la dose maximale tolérée. Donc, c'est une phase qui va inclure des volontaires sains. Il y a un certain nombre de volontaires sains qui vont venir et sur lesquels on va tester le produit. D'accord? Ensuite, la phase 2, c'est l'étude de l'efficacité pharmacologique. Une fois qu'on a vu la phase précédente que le produit est bien toléré, on va prendre un nombre restreint de sujets malades sur lesquels nous allons appliquer le médicament. L'objectif, c'est de déterminer si à la dose choisie, le médicament est efficace sur le plan pharmacologique. Donc la phase 2, elle va permettre de définir les conditions optimales de prescription. Donc c'est au courant de cette phase qu'on aura déterminé la posologie, le rythme de prise, la durée de prise médicamenteuse et comme je vous ai dit, c'est un nombre restreint de sujets malades. Donc, c'est la phase 2. Pour la phase 3, c'est l'étude de l'efficacité thérapeutique. C'est ça l'essai thérapeutique dont je vais vous parler. C'est l'essai qui va inclure plusieurs dizaines, voire plusieurs milliers de patients. Et là, l'objectif, c'est d'évaluer l'efficacité d'un nouveau médicament sur des malades dans les conditions ciblées par le produit. D'accord? Donc, on a nos sujets malades et on va tester sur eux ce nouveau médicament. Donc, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de patients. L'essai, il doit être conduit de manière rigoureuse, méthodologiquement parlant. Parce qu'à la fin de cette phase, le médicament obtient son autorisation de mise sur le marché. D'accord? Il obtient son AMM et il va être commercialisé en officine et utilisé dans les hôpitaux. Donc, une fois mis sur le marché, on continue quand même de surveiller le médicament. On ne va pas le laisser quelque dans la nature. C'est la phase de pharmacovigilance. Donc, l'objectif de cette phase, c'est de connaître le produit en termes de sécurité, d'efficacité et de tolérance dans les conditions usuelles de prescription. Et donc, c'est la phase qui va recenser les effets indésirables graves, la phase de pharmacovigilance. Et à la fin de, éventuellement, la phase HEDIR, on peut retirer le médicament. S'il y a eu des effets indésirables graves, parfois, il arrive que des médicaments soient retirés du marché. Voilà. Allez, on va continuer les différents types d'essais thérapeutiques. Donc, il y a différentes méthodologies, s'il vous plaît, différentes méthodes pour les essais thérapeutiques. On va commencer par l'essai contrôlé. Alors, l'essai contrôlé, je vais vous l'expliquer. On va faire comme la diapo. Vous me suivez? Écrivez, s'il vous plaît. J'ai pas de. Vous me suivez? Oui? Très bien. Alors, pour l'essai contrôlé, on a deux groupes de patients. Donc, un groupe pour lequel nous allons donner le nouveau médicament et un groupe qui va nous servir de base de comparaison, un groupe de contrôle. D'accord? Donc, l'essai contrôlé, c'est un groupe où il y a deux groupes de patients. Un groupe pour lequel nous allons donner le nouveau médicament et un deuxième groupe qui va nous servir de base de comparaison, c'est le groupe de contrôle.
Donc, je lis la diapo. C'est un essai où le groupe est traité par le médicament expérimental et comparé à un groupe témoin, un groupe de contrôle traité soit par le placebo, soit par le médicament de référence. Alors, comme je vous disais, je prends comme type de description l'essai thérapeutique, mais vous pouvez aussi l'appliquer pour des techniques chirurgicales. Donc, un groupe qui va subir la nouvelle technique chirurgicale et un groupe de contrôle pour lequel vous allez appliquer une technique chirurgicale de référence et vous allez comparer les deux techniques. Alors, l'essai contrôlé, il est essentiel que les deux groupes soient comparables et là, c'est très important, s'il vous plaît, il y a de la notion de comparabilité des groupes. Allez, imaginez qu'on parte avec des groupes différents, des groupes non comparables, des groupes différents à la base. À la fin de l'étude, on va observer des différences aussi. À la fin, on ne va pas savoir lesquelles les différences observées, elles sont dues aux différentes techniques, aux différents médicaments, ou là, à une différence initiale dans la constitution des groupes. C'est pour ça qu'on s'acharne dès le début à ce que les groupes soient comparables, pour qu'à la fin, les différences observées ne soient attribuées qu'au seul effet du médicament. Donc, cette notion de comparabilité est très importante. Il y a plusieurs techniques qui vont assurer la comparabilité des groupes, notamment la technique d'appariement. Alors, l'appariement, le mot hadajin, même pair. Pair, ça veut dire binôme. P-A-I-R-E, ça veut dire binôme. Donc, pour chaque malade du premier groupe, on va lui associer un deuxième malade qui lui ressemble, le deuxième groupe en matière d'âge, de sexe ou de profession. D'accord? Donc, on va avoir des binômes semblables pour avoir à la fin deux groupes comparables. C'est pour la technique d'appariement. Donc, il y a une autre technique, un autre type d'essai. Ce sont les essais en crossover. Tout à l'heure, on a vu dans l'essai contrôlé, on a deux groupes. Dans l'essai en crossover, c'est le même groupe. Donc, le sujet sera son propre témoin. Donc, on aura évité tout ce qui est problème de comparabilité, etc. Le sujet va recevoir successivement les deux traitements. Donc, il va recevoir d'abord le premier traitement. On va observer une période de sevrage médicamenteux, ce qu'on appelle le wash-out, pour permettre l'élimination de l'effet du premier traitement. On va utiliser le deuxième traitement. Donc, là, on aura éliminé tout problème de comparabilité des groupes, puisque le sujet est son propre témoin. Ce type d'essai, on peut le faire dans la maladie chronique et stable. Dans les maladies chroniques et stables, d'accord? Donc, on va laisser juste une petite période de sevrage médicamenteux et continuer avec la deuxième thérapeutique. Est-ce que c'est clair pour l'essai en crossover? Écrivez, s'il vous plaît. Donc, on est d'accord, nous avons l'essai contrôlé, oui, on a deux groupes. Pour éliminer ce problème, on essaye l'essai en crossover. L'essai en crossover, oui, le sujet et son propre témoin. Voilà, très bien. Maintenant, on va parler de l'essai randomisé. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette notion. Alors, l'essai randomisé, ça vient du mot anglais random, ça veut dire hasard. Alors, je vais vous renvoyer il y a quelques années. Vous vous rappelez quand on était à l'école primaire où l'institutrice le marfodat, la composition, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait un tirage au sort. Vous vous rappelez? Écrivez-moi s'il vous plaît. Vous vous rappelez que l'enseignante nous faisait un tirage au sort pour les récitations, etc. Pourquoi on faisait ça? Justement, pour éviter toute subjectivité. C'est-à-dire que les élèves qu'on aime bien, on aura tendance à leur proposer quelque chose de facile, et les élèves qu'on n'aime pas trop, on aura toujours tendance à leur proposer quelque chose de difficile. Donc, l'essai randomisé, c'est la même chose. Un médecin, lorsqu'il connaît le malade, ou assidu, on peut lui proposer un traitement avec 3 prises quotidiennes, matin, midi et soir, sachant qu'il va le faire. Et puis, quand on sait que ce malade, un autre malade, n'est pas très assidu, l'assiduité n'est pas terrible, ou un médicament avec une seule prise quotidienne, on aura tendance à lui proposer. Et qu'est-ce qu'on aura fait au final? On aura déséquilibré les groupes, on aura introduit des erreurs, des biais, et on aura déséquilibré les groupes, sans le vouloir.
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour éliminer toute subjectivité, pour assurer un équilibre? On fait un tirage au sort. On tire au sort, tel patient prendra le médicament A, tel patient prendra le médicament B. Vous avez compris le principe de la randomisation? Écrivez, s'il vous plaît. Écrivez-moi, s'il vous plaît, le principe de la randomisation, est-ce que c'est clair? Qui va assurer l'équilibre des groupes. Très bien. Voilà. Donc, la randomisation, elle assure l'équilibre des groupes. Maintenant, je vais lire la diapo. Donc, c'est un essai au cours duquel l'attribution aux différents groupes de traitement est effectuée par hasard. Donc, au hasard, par tirage au sort, assurant ainsi la comparabilité des groupes. Donc, seul le tirage au sort permet de créer des groupes semblables. Donc, nous avons des groupes équilibrés. D'accord? Grâce au tirage au sort. Est-ce que c'est clair pour l'essai randomisé? Donc, jusque-là, nous avons vu les essais contrôlés où il y a deux groupes. On a l'essai en crossover où un seul groupe va recevoir successivement les deux traitements. L'essai randomisé où on procède à un tirage au sort pour équilibrer les groupes. L'essai en simple aveugle, donc c'est un essai au cours duquel le patient ignore le traitement qu'il reçoit alors que le médecin le sait. Donc, à l'échelle, on essaye de ne pas dire au patient, c'est pour éviter la subjectivité. Quand on doit recueillir des signes subjectifs, par exemple une douleur, intensité de la douleur, des nausées, donc qui sont à l'appréciation du patient, parfois il peut être influencé par la nature du traitement. Donc, en aveugle, il pourra dire de manière un peu plus objective les symptômes internes. Alors, quand je parle de technique en aveugle, ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas le patient. On aura respecté les considérations éthiques, on aura respecté le consentement libre et éclairé du patient, c'est juste qu'on ne lui mentionne pas la nature du traitement pour ne pas influencer ses résultats. L'essai en double aveugle, le patient et le médecin ne connaissent pas la nature du traitement administré, d'accord? C'est le médecin qui recueille les informations, le traitement, d'accord? C'est pour ne pas qu'il soit influencé également. C'est pour avoir un maximum d'objectivité. Mais il y a des situations où on ne peut pas pratiquer des techniques en aveugle et à ce moment-là, on sera obligé de recourir à ce qu'on appelle un essai ouvert. Donc, oui, le patient et le médecin connaissent la nature du traitement administré. Donc, là, je vous ai présenté les essais thérapeutiques un à un. Le contrôlé wahdou, le double aveugle wahdou, le randomisé. Mais sachez qu'on peut combiner. On peut faire un essai contrôlé, randomisé en double aveugle. Et ce sont les essais de meilleure qualité. Un essai contrôlé, randomisé en double aveugle sont les essais de meilleure qualité. Je n'ai pas compris la technique en double aveugle. Alors, je vais vous expliquer la technique, réexpliquer la technique en double aveugle. Alors, la technique en double aveugle, c'est que vous allez donner un médicament au patient, groupe A, groupe B. Le patient ne connaît pas le médicament. Donc, c'est par exemple un comprimé blanc, mais il ne sait pas si c'est le nouveau médicament ou le médicament de référence. Même belouche dans quel groupe il est. Et le médecin ne connaît pas aussi la nature du traitement. C'est-à-dire que le médecin, quand il va venir recueillir les informations, par exemple recueillir la fièvre, les douleurs abdominales, etc., il ne sait pas si le patient a reçu le traitement de référence ou là, le nouveau traitement, pour ne pas qu'il soit subjectif. Imaginez que le médecin ne soit pas tellement d'accord pour ce nouveau médicament. Il y a parfois où on est frileux par rapport à un nouveau médicament. Donc, on a tendance à être subjectif. Un goule, par exemple, il a des vomissements de grande abondance alors que c'est juste des vomissements de faible abondance. Pour éviter toute subjectivité, le patient et le médecin qui recueille l'information ignorent la nature du traitement. D'accord? Ça, bien sûr, il y a les médecins qui connaissent et qui savent comment faire. C'est juste les deux maillons de la chaîne qui ignorent. Est-ce que vous avez compris ce principe? Répondez-moi, s'il vous plaît. Exactement, ça nous permet d'éviter l'effet placebo, tout à fait. Ou là, carrément, une simple subjectivité chez le médecin. D'accord? Un médecin qui va nous fausser les résultats en rapportant l'information. Pour une hémorragie de faible abondance, on voit il coche une hémorragie de grande abondance parce qu'il est tout simplement pas très chaud pour le nouveau traitement. Voilà. Qui connaît le traitement? Le médecin prescripteur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes. Il y a le médecin prescripteur, heureusement d'ailleurs,
mais celui qui recueille l'information bête ne connaît pas. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a deux médecins dans l'histoire. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est clair. Comme je vous ai dit, les essais thérapeutiques, ils peuvent, je vous ai présenté un à un dans un ordre, dans un but pédagogique, mais donc, maintenant, un article, on pourra le faire peut-être dans un exercice, vous pouvez décortiquer la structure de l'essai. Est-ce qu'il y a eu randomisation? Est-ce que c'est un essai contrôlé? Est-ce qu'il y a des techniques en aveugle? La randomisation augmente la qualité de l'essai. La technique en double aveugle augmente la qualité de l'essai thérapeutique. D'accord? Et quand il y a ces techniques qui sont appliquées, ce sont des essais de bonne qualité, donc on peut faire confiance aux résultats de cette étude. D'accord? Maintenant, vous êtes en mesure de décortiquer la méthode de l'essai et bien sûr d'en apprécier les résultats. On est d'accord pour les essais thérapeutiques. Donc, pour le cours des enquêtes, je vais me résumer. C'est un grand cours. Hein. Les enquêtes qui se font uniquement par observation, je vous ai exposé tout à l'heure, les études descriptives, à la transversale qui permet de calculer la prévalence et la longitudinale qui permet de calculer l'incidence, ce sont des études descriptives où on va juste décrire en fonction du temps, du lieu, des caractéristiques de personnes et émettre des hypothèses. On va dire peut-être que les hydrates de carbone seraient un facteur pour la carie dentaire. C'est la limite à les études descriptives. Absolument. On peut aller plus loin avec les études analytiques qui vont nous permettre de confirmer ou d'affirmer ces hypothèses-là. Les études analytiques, les études de cohorte, oui, le point de départ, ce sont les exposés et les non exposés. Et on arrive à la maladie. Et ils nous permettent de calculer le risque relatif. Un des avantages, un des inconvénients. Le principal avantage, c'est de mettre en évidence la séquence temporelle. Les études cas témoins, c'est des malades et des non-malades. On va étudier aussi la relation entre un facteur de risque et une maladie. On va calculer l'odds ratio. L'un des points forts des enquêtes cas témoins, c'est qu'elle peut étudier les maladies rares. Il y en a des malades rares, on leur associe des témoins et puis c'est terminé. Pour les enquêtes, le grand volet des enquêtes qui se font par description, les études observationnelles, pardon. On est passé aux études expérimentales, les essais thérapeutiques. Je vous ai exposé le point médicament versus un autre médicament, mais dans votre contexte de médecin dentiste, vous appliquez technique chirurgicale versus autre technique chirurgicale en vous entourant des précautions, du respect de l'éthique et du consentement libre et éclairé du patient et surtout d'une méthodologie rigoureuse si vous avez à faire un essai contrôlé ou là d'appliquer des techniques en aveugle. Est-ce que c'est clair pour ce cours? Très important, le cours des enquêtes. Donc, une fois que vous avez compris la méthodologie des études, etc., vous pouvez, en lisant l'article, connaître la nature de l'étude, en apprécier la qualité, les points forts et les points faibles. J'espère qu'on aura l'occasion de faire quelques exercices dessus. Au moment de l'examen, vous serez OK. Maintenant, on va voir. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cours sur les études épidémiologiques, les enquêtes? Bon, pas de questions. Donc, on va voir rapidement le cours des indicateurs en santé bucco-dentaire. Je vais vous parler de l'indice CAO, que vous connaissez mieux que moi, forcément. Mais Anna, je vais vous l'exposer par rapport au groupe. Vous êtes toujours là? Je n'ai pas de répondant. Vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Écrivez, s'il vous plaît. Oui, très bien. Donc, je vais vous parler de l'indice CAO. D'accord? C'est quand on l'applique à l'échelle d'un groupe de personnes. Donc, l'indice CAO, je vais passer rapidement dessus, vous le connaissez, pour m'attarder uniquement à cette notion de CAO moyen dans un groupe de personnes. Alors, nous avons, voilà. Donc, pour mesurer les problèmes de santé bucco-dentaire d'une communauté, on va utiliser plusieurs indices. Parmi les plus connus, c'est l'indice CAO qui a été décrit par Klein et Palmer en 1937. Donc, le CAO, vous connaissez, Thomas, le CAO individuel. Donc, c'est les grands C, grand A et grand O. Donc, C, c'est les dents cariées. Le A, c'est les absentes et pour cause de carie. Et le O, ce sont les obturés. Voilà. Maintenant, je vais vous introduire justement ce CAO moyen, justement.
L'indice CAO est aussi appelé CAO moyen, c'est la moyenne qui va résulter du nombre total de dents cariées absentes pour cause de carie et obturées définitivement d'une population donnée que l'on divise par le nombre de personnes examinées. C'est-à-dire, vous allez faire le C, le A, le O, pardon, et vous allez diviser tout ça par le nombre de personnes examinées. D'accord? Donc, si vous avez une classe contenant 25 personnes, vous allez calculer le nombre de C, le nombre de A, le nombre de O, et vous allez les diviser par 25 pour avoir le CAO moyen. Vous avez compris cette notion, s'il vous plaît? Ça dit la notion nouvelle du cours, hein, le reste, vous le connaissez. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, ben, une fois que nous l'avons calculé, il faut l'interpréter. Il faut l'interpréter. Les valeurs, vous devez les connaître par cœur. Donc, le chiffre obtenu va nous permettre de mesurer le niveau d'atteinte carieuse d'une population. Donc, le niveau est très bas lorsque notre CAO moyen est entre 0 et 1,1. Il est bas lorsque il est entre 1,2 et 2,6. Il est moyen entre 2,7 et 4,4. Il est élevé 4,5 et 6,5 et il est très élevé lorsqu'il est au-delà de 6,5. Donc, c'est le CAO moyen d'une population hein, qui va nous donner une idée sur le niveau d'atteinte carieuse de cette population et des efforts à faire en matière de traitement et surtout en matière de prévention. Donc, Hada, c'est ce que vous devez connaître. Ce sont les deux notions nouvelles le cours. Donc, تحسبوا CAO total ou تقسموه sur le nombre de personnes examinées. Donc, c'est le nombre de personnes examinées. Hein, et vous allez vous situer par rapport à cette échelle. Cette échelle est à connaître. Voilà, le CAO, de la même manière, on va parler du petit CAO. Hein, on fait le petit C, le petit A, le petit O, et on le divise par le nombre d'enfants examinés. Et voici un exemple. C'est la distribution des indices CAO mixtes pour des enfants de 6 ans et CAO pour les enfants de 12 ans. Alors, ça, c'est un article que je vous ai pris pour vous montrer l'intérêt de ce CAO moyen. Donc, je vais vous lire. Depuis 1998, l'état de santé bucco-dentaire des enfants continue à s'améliorer de façon significative. À 12 ans, l'indice CAO ou indice carieux représente le nombre moyen de dents cariées absentes ou obturées. Il est passé, donc en France, il était à 4,20. Donc 4,20, c'est un niveau moyen, d'accord? C'est un niveau moyen. Donc, il est passé de 4,20 en 87 à 1,94 en 98 et à 1,23 en 2006. Donc, vous voyez que le taux continue à chuter. Ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits et qui doivent continuer dans ce sens. La proportion d'enfants de 12 ans totalement indemnes de carie, CAO, elle était de 12% en 87. Elle est passée à 40% en 98 et elle est passée à 56% en 2006. Donc, vous voyez quand même que c'est des chiffres qui sont appréciables. D'accord? À l'âge de 6 ans, l'indice carieux est passé de 3,73 à 1 en 2006. Et le taux d'enfants totalement indemnes de carie était de 63%. OK, donc quelle était la conclusion? Le recul de la prévalence de la carie s'inscrit dans une tendance générale observée dans de nombreux pays développés. Cette évolution résulte probablement de nombreux facteurs dont l'analyse fine reste à faire. Essentiellement, il y a le progrès de l'hygiène bucco-dentaire, l'effet préventif des fluorures et les habitudes alimentaires. Donc, vous avez compris l'importance de calculer ce CAO moyen
de voir où est-ce qu'on se situe et puis des efforts qui restent à faire en matière de prévention. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce CAO moyen? Là aussi, il arrive souvent qu'à l'examen, je donne des questions comme ça. Donc, un CAO, calculer le CAO moyen, d'interpréter et de voir ce qu'il y a à faire éventuellement. Est-ce que vous avez des questions? Écrivez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions, c'est clair? Alors, si vous n'avez pas de questions, il y a deux situations. Soit que vous avez tout compris, soit que vous n'avez rien compris et que je n'ai pas réussi à faire, à faire passer le message. Très bien, c'est clair? D'accord. Donc, ce que nous avons vu jusque-là, c'est clair. Sachez que c'est une partie très importante, mais le programme, celle que je vous ai exposée jusque-là, l'épidémio-descriptive, l'épidémio-analytique, comment calculer le risque relatif, le risque attribuable, la fraction étiologique du risque, comment calculer et interpréter l'autre ratio, les différents types d'enquêtes, comment les reconnaître, les avantages, les inconvénients de chacune. Donc, si c'est clair, ça veut dire que la méthodologie est acquise. On peut faire des exercices là-dessus, vous pourrez vous retrouver. Voilà, où je fais le CAO moyen qui a un intérêt en santé publique hein, quand on travaille sur des groupes de personnes. Donc, si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez pas de questions, je vais suspendre la séance. Alors, vous n'avez pas compris le tableau. Lequel tableau? Tableau de contingence? Ou là, le tableau TACA ou HADA? Tableau de contingence. On va revoir le tableau parce qu'on a un petit peu de temps. Le tableau de contingence. HADA. Tableau de contingence. Alors, le tableau de contingence, HADA, c'est un tableau qui va nous permettre de poser les données talent quand on a des données ou là quand on a fait une enquête ou là. On le pose toujours de la même façon. Nous mettons les colonnes, les malades et les non malades, d'accord? En colonne malades et non malades et en ligne les exposés et les non exposés. Par exemple, je prends toujours l'exemple, quand les malades atteints de cancer du poumon, les sujets indemnes de cancer du poumon et les exposés, les fumeurs et les non-fumeurs. Une fois que j'ai disposé mon tableau faire, je n'oublie pas de mettre les totaux. C'est important parce qu'au moins, ils vont nous permettre de calculer les indicateurs. D'accord. Toujours la lettre A, ce sont les malades exposés. Donc, les fumeurs qui ont un cancer, c'est la lettre A. Les fumeurs qui n'ont pas de cancer, c'est la lettre B. Les non-fumeurs malades, lettre C. Les non-fumeurs non malades, lettre D. D'accord? On note les totaux. Après, ça va nous permettre de faire plein de calculs. Si on est dans un contexte de cohorte, par exemple, une enquête de cohorte, on a les exposés, les non exposés, on les malades en fonction des données que nous avons. Donc, l'incidence de la maladie, chez les exposés, c'est, donc on va rester dans la limite à les exposés, ça sera A sur A plus B. L'incidence de la maladie chez les non exposés, nous la ligne les non exposés, ça sera C sur C plus D. Et l'incidence totale de la maladie, ça sera A plus C divisé par le total. D'accord? Maintenant, pour calculer le risque relatif, c'est l'incidence de la maladie chez les exposés, A sur A plus B, divisé par l'incidence de la maladie chez les non exposés, C sur C plus D. C'est le risque relatif. Le risque attribuable, ce sera la différence entre les deux incidences. Donc, ce sera A sur A plus B moins C sur C plus D. Fraction étiologique du risque, donc l'incidence chez les exposés, A sur A plus B, moins l'incidence chez les non exposés, C sur C plus D, le tout divisé par l'incidence chez les exposés, A sur A plus B. Donc là, c'est des formules à appliquer, mais une fois quand on aura notre tableau de contingence bien écrit, on peut retirer toutes les informations dont on a besoin. L'autre ratio, dans une enquête cas témoin, il A fois D divisé par B fois C. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut bien disposer les données parce que c'est pour ne pas se tromper dans les calculs. C'est pour ça que le tableau de contingence est très important
Les données, تقدروا تقراوهم dans un article, par exemple, ou là dans un énoncé d'exercice. Maintenant, alors pour la personne qui m'a posé des questions sur comment déterminer le type d'étude, c'est en lisant un article ou là dans votre contexte les données d'un exercice que vous allez déterminer la nature de l'étude. Si c'est une simple étude descriptive sur un seul groupe, vous allez savoir que c'est une étude descriptive qui va permettre, donc transversale, qui va permettre de calculer la prévalence. Si c'est deux groupes et que vous partez de l'exposition et que vous avez un suivi dans le temps et que vous arrivez à avoir la maladie, vous êtes dans un contexte de cohorte. Si c'est deux groupes et que vous avez le point de départ comme c'est des malades et des non-malades, que vous leur avez posé des questions dans le passé sur des facteurs antérieurs, à ce moment-là, vous êtes dans un contexte cas témoin. Donc, on va lire et décortiquer la structure de l'étude. Si vous avez l'utilisation d'un médicament par rapport à un autre ou une technique chirurgicale par rapport à une autre, là, on est dans le contexte de l'essai thérapeutique. D'accord. Est-ce que c'est clair pour le tableau de contingence? Je pense qu'on aura l'occasion de faire au moins un exercice pour voir comment aborder la question. D'accord. Si vous n'avez plus de questions, je vais suspendre. Voilà, je vais suspendre la séance. Je vous demanderai de bien lire les cours Kamel parce qu'ils sont très importants. J'insiste dessus. Vous en aurez besoin pour votre mémoire. Inch'Allah, redoit dans vos thèses. Si vous décidez de faire une carrière universitaire, ce sont des cours qui sont très, très importants. D'accord. Et puis, je vais vous revoir ce mercredi, Inch'Allah, pour la suite du programme. D'accord. Je vais vous dire bon courage et puis à mercredi, Inch'Allah. Voilà. Allez, bon courage. Allez, au revoir. Alors, pour ce qui est, pour la personne qui me demande le cours sur PowerPoint, sachez que les cours, vous les avez le site. Ils vous ont été mis dans le site. Après, moi, je vais le laisser ici dans le département de médecine dentaire et je vais voir comment, avec l'ingénieur, comment on peut vous le faire basculer. D'accord? Il n'y a pas de souci. Je vais voir avec l'ingénieur comment on peut vous faire basculer les cours.